Eric Irastorza et Alexander Recalde sont aujourd'hui deux des meilleurs joueurs de cesta punta au monde, la discipline phare de la pelote basque. Eric joue arrière, un physique exceptionnel, une droite unique dans l'histoire de ce sport. Alexander joue avant, une mobilité et une technique sans équivalent, on le surnomme le renard. Ils sont basques. Eric, le français, et Alexander, l'espagnol, ont gravi tous les échelons depuis les catégories jeunes jusqu'à devenir l'un et l'autre plusieurs fois champions du monde amateur. Tous deux ont franchi l'Atlantique et jouent à Miami dans le circuit professionnel. Le rêve américain de tout joueur de cesta punta. Eric Irastorza est sans aucun doute le meilleur arrière que j'ai jamais vu. Il a tout pour lui et maîtrise le jeu à la perfection. La force, la taille, la finesse, et il ne cesse de s'améliorer, ce qui est remarquable, en particulier parce que c'est un arrière et qu'il se montre agressif. C'est vraiment surprenant. Recalde incarne tout ce que l'on a toujours vu dans le Rayalai. Avec sa nature agressive, son art, sa façon d'anticiper, sa position, et il se donne à 100%. Il est le chouchou des fans, à tout point de vue. Il ne se lasse pas de le voir jouer. Je dirais donc qu'ensemble, ces deux joueurs représentent exactement ce que nous aimons voir en sport et ce que nous voulons offrir au public. Le public ici apprécie vraiment ce qu'il lui offre. Pour moi, ils sont parmi les meilleurs du monde, sans hésitation. Le Rayalai de Miami a ouvert ses portes en 1926. C'est un lieu de légende pour les amoureux de la pelote basque car les plus grands joueurs se sont affrontés sur ce fronton. On y trouve encore les meilleurs pelotaris du monde qui sont recrutés chaque année en Europe parmi les joueurs amateurs les plus performants du moment. La cesta punta se joue sur un fronton de 54 mètres à 3 murs. Le frontis, mur de face, le mur du fond et le mur de gauche. Chaque joueur n'a droit qu'à un rebond avant de renvoyer la pelote sur le frontis. Il peut le faire de manière directe ou indirecte, comme au billard. Un point est marqué lorsque l'adversaire ne peut renvoyer la pelote. Un Rayalai, jeu allègre en basque, est une sorte de fronton casino où les spectateurs misent, comme pour les courses de chevaux, sur le gagnant. Sur les deux premiers, le couplet, ou encore les trois premiers, le tiercé. Aux États-Unis, les Rayalai sont ouverts de 13h à minuit. Ils sont une place forte du jeu. Le public est essentiellement constitué de parieurs qui peuvent aussi jouer au poker, aux machines à sous, aux courses de chevaux ou encore aux courses de chiens. On en trouve plusieurs dans l'État de Floride, Orlando, Dania, Fort Pierce et bien sûr Miami qui reste la salle la plus importante à ce jour. Les paris s'élèvent entre 150 000 et 175 000 $ par jour. Au début, c'était un sport professionnel et on ne pariait pas. De 1926 à 1931, c'était juste un sport, un peu comme vous le pratiquez en France. Et puis, en 1931, on a inauguré en Floride un nouveau système de paris mutuels, alors qu'existaient déjà les paris sur les chevaux et sur les chiens. Et c'est comme ça que lorsqu'on a commencé à prendre des paris dans le Rayalai, c'est devenu un sport de paris mutuel. Parfois, je parie sur les chevaux, d'autres fois sur les chiens. Mais la pelote, c'est ce que je préfère. Il y a davantage d'émotions, tu apprécies plus l'argent que tu gagnes. Voilà, j'ai joué $1, les jeux sont faits. En Europe, les parties se jouent en double et en 35 points. Elles durent environ 1h30. Aux États-Unis, on joue sous forme de partie que l'on appelle quiniela. En simple ou en double et en 9 points gagnants. Les quiniela, qui ne durent qu'une vingtaine de minutes, permettent de multiplier le nombre des paris. Les résultats des joueurs de pelote sont comptabilisés sous forme de statistiques.
Ils ont une cote variable en fonction de leurs résultats du moment. Le duel est permanent entre Irastorza et Recalde, car ils se rencontrent plusieurs fois par jour. La première fois que je suis rentré dans le fronton de Miami Real High, c'était le lendemain de mon arrivée. Pour moi, Miami Real High, c'était vraiment le temple de la Cesta Punta. C'était là où étaient les meilleurs joueurs. Mais bon, je me suis mis, c'est vrai, je suis rentré là et puis je me suis dit, ben voilà, c'est là où tu dois montrer que tu dois être le meilleur et que tu dois faire tes armes et puis voilà quoi. J'avais un oncle qui vivait en Amérique et c'est vers les 10-11 ans que j'ai pris conscience, comme me le disaient mes parents, que je pourrais jouer de façon professionnelle là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, Eric Astorza est le plus fort. C'est la première fois que moi j'ai entendu un Français devenir numéro 1 de la Cesta Punta, mais unanimement. Il est très travailleur, très fort et concentré sur son jeu. Il connaît son adversaire et comment il joue. Peu importe qui. C'est un pelotari qui a beaucoup de métiers. C'est quelqu'un qui a un mental très fort, qui a une grande confiance en lui et c'est fondamental pour réussir à ce niveau. C'est un plaisir de le voir jouer parce qu'il se donne à 100%. C'est un sportif né, très honnête et un très grand pelotari. Je suis catégorique. C'est le meilleur. Il vient d'un monde à part. J'irais même plus loin en disant qu'il est le meilleur joueur que je n'ai jamais vu. Eric Irastorza est originaire de Bidar, un petit village sur la côte basque entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Après un essai infructueux au football, ses parents envisageaient son avenir sportif dans la danse folklorique. Il n'était pas du tout doué, mais du tout doué, et non, il voulait rien savoir, quoi. Eric a rapidement trouvé sa voie sur les frontons de la côte basque. Oui, il est là-bas, il a traversé l'Atlantique et puis voilà. Ça fait un peu loin pour nous, mais bon. On y a été de temps en temps, quoi. Je pensais y aller un peu plus souvent, peut-être à la retraite, bientôt. Passer quelques temps. Alors voilà, le fronton de Bidar. C'est là où a commencé Eric à l'âge de 9 ans, quand on est arrivé à Bidar. Et bon, il a commencé, il avait 9 ans, il est en catégorie poussin. Ça se joue c'est en place libre. Hein. La place libre, c'est juste un mur de face. Et sur les côtés, délimité par des lignes blanches que vous voyez là, qui font les limites de jeu. Il était très joueur et très gagneur. Très gagneur. Au début, il y en a beaucoup qui lui disaient oui, toi tu vas, du fait qu'il avait beaucoup de titres, tu vas être professionnel. Il disait non, moi j'aime trop mon Pays Basque, je veux pas partir d'ici. Et après, donc il avait fait ses études, il avait passé ses examens et tout ça, parce que moi je voulais pas quand même qu'il parte professionnel sans avoir fait ce qu'il faut au niveau des études. Et donc il a eu 2 contrats. On lui avait demandé à Guernica s'il voulait partir professionnel ou à Miami. Et puis Daniel Michelena l'a un petit peu poussé, il lui a dit bon viens sur Miami. Et puis donc voilà, il a dit bon d'accord,
je m'en vais sur Miami, bon, bien que ça a été quand même un peu dur au départ, quoi. Alexander Recalde est originaire de Marquina, au Pays basque espagnol. Depuis tout jeune, depuis qu'il allait à l'école à l'âge de 5 ans, il commençait à imiter les postures du pelotari avec une chistera miniature. C'est comme ça que tout a commencé. Depuis petit, je l'emmenais à Echevarria et avec un groupe de 4 ou 5 jeunes, il faisait des parties. Le perdant avait un gage. Il se mettait devant la voiture et il courait d'Echevarria à Marquina. Après, il offrait au perdant un Coca-Cola et des frites dans un bar. Au gagnant. En général, celui qui courait arrivait en pleurant. Ses premières pelotes, il les a lancées contre ce mur à l'âge de 4 ans. On l'a même complètement refait, à tel point que la voisine se mettait en colère car sa petite dormait. Au départ, c'était un mur propre, sans rien. Ses parapluies n'étaient pas là non plus. Il jouait là. Si ce n'était pas avec la cesta, c'était avec la main. Le plus important était qu'il joue et il ne fallait pas le contrarier. Alexander Recalde a signé son premier contrat professionnel en 1993. Il n'avait alors que 18 ans. Pendant 5 ans, il fait ses premières armes de pelotari au Mexique, avant de rejoindre Eric Irastorza au Rayalay de Miami. À Marquina, les enfants rêvent autant du Rayalay de Miami qu'à fouler la pelouse de San Mamés, le stade mythique de l'Atlético de Bilbao. Ici, ils jouent à la pelote dans la rue comme ailleurs on joue au football. Finala ikusiko dugu, une batetik bestera hasita. Gerriko Gorriz, Alex Recalde eta Iñaki Goitia eta Urdinez, Javi Salaberria eta Eric Irastorza. Irastorza, Recalde. Leur duel est permanent, aussi bien à Miami que durant les grands tournois d'été qui se déroulent en Europe. Celui de Marquina est l'un des plus réputés. En 2005, devant plus de 3000 personnes, la finale oppose Irastorza à Recalde. C'est un moment exceptionnel. Eric vient défier Alexander sur ses terres. Même si la partie se joue en double, les spectateurs ne sont là que pour assister à cet affrontement au sommet entre le meilleur avant et le meilleur arrière du moment. Irastorza, au sommet de sa forme, doit relever le défi. Battre Recalde devant son public. Cette finale s'annonce très indécise. Recalde, c'est un renard de vin puisqu'il est tout le temps à l'affût de ce qui se passe, du moindre détail. Non, la moindre erreur, Alex va en profiter. Il a ses bons et ses mauvais jours, mais le bilan à la fin de l'année, c'est qu'il reste un des meilleurs joueurs de pelote. En plus d'avoir une puissance incroyable, c'est un type de grande taille et très présent sur le terrain. Pour les Basques, le défi et le duel sont inscrits dans leur patrimoine génétique. Avec la pelote, la force basque est le jeu emblématique de cette région. On pousse, on tire, on lance, on soulève pour savoir à la fin qui est le plus fort.
chistera veut dire panier pour ramasser le raisin. Au départ, c'était un panier pour ramasser le raisin qui est devenu un jeu, c'est-à-dire une rampe de lancement pour la pelote. Comme maintenant on parle toujours de records, autrefois aussi parler de records, c'est-à-dire plutôt des défis. Et leur point fort, c'était d'envoyer la pelote le plus loin possible. Et est venu, disons, le petit chistera au départ, qui allait alors jusqu'à 50-55 mètres. Et maintenant, il y a, disons, le grand chistera, ou cesta punta, et la pelote peut sortir du panier, c'est-à-dire du grand chistera, entre 300 et 309 km à l'heure. C'est le projectile le plus rapide envoyé par la main de l'homme. À partir du moment où nous on rentre sur l'aire de jeu, on a quand même une attention très importante par rapport à la balle. Parce qu'il faut savoir que si on est touché par la balle, ça fait mouche, donc il faut vraiment faire attention. Et tous les jours, c'est beaucoup d'attention, C'est pour ça que je parlais avant de bicheta, parce qu'il faut être tout le temps sur la pelote et regarder tout le temps la personne qui est en train de taper. C'est très important. Bai begiak galdu dira, konozimentuak, pelotazo ikusgarriak. J'en ai vu perdre un œil ou perdre connaissance. Il y a aussi des blessures aux genoux, aux bras. Mais le plus dangereux reste les coups de pelote. Elle est très rapide et si on la reçoit dans le visage ou sur la tête, malgré le casque, ça peut faire très mal. L'homme est une pelote dans la main de Dieu. Ainsi parlait le prophète Isaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Pratiqué par les Grecs, les Romains et même les Incas, le jeu de pelote se développa en Europe au Moyen Âge. La pelote basque, ce n'est pas les Basques qui l'ont inventé. Ce jeu viendrait du jeu de paume. C'était le jeu des rois, des seigneurs. Et le basque a pris la suite, c'est-à-dire que nos plus anciens jeux de pelote basque, comme le rebot, comme la Shoah, le Pachaka, se jouait d'un camp contre l'autre. Au départ, il y avait un filet. Et le basque, comme les pelotes devenaient de plus en plus vives, le basque a inventé un fronton, c'est-à-dire un mur pour casser la vitesse de la pelote. Et qui dit pelote basque dit fronton automatiquement. Alors je vous en montrer les deux principales, c'est-à-dire la pelote de main nue et la pelote cesta punta. Ce n'est pas le même bruit, je vais vous le montrer ici. Voilà, ça c'est le bruit un peu sourd, c'est de la main nue. Ça c'est la pelote. La pelote, elle est plus sèche, c'est la pelote cesta punta, celle qui peut sortir entre 300 à 309 km à l'heure. La pelote basque est très complexe, c'est-à-dire que le sport principal, c'est la main nue. Mais comme à la main nue, ça fait mal, donc on a utilisé des instruments pour se protéger la main. Main nue, pachaka, palaancha, charre, yokogarbi, grand chistera. Le jeu de pelote a subi de multiples transformations et adaptations radicales. La pelote basque compte aujourd'hui plus de 22 disciplines différentes. C'est le début de la journée au Rayalai de Miami. Dans les coulisses, le personnel s'affaire. On fabrique les pelotes, on répare les chisteras. Rien n'est laissé au hasard dans ce temple de la cesta punta. Vers 11 h, chaque joueur reçoit un lot de maillots numérotés. 14 parties sont jouées tous les jours. Chaque pelotari en jouera 4 ou 5, et cela 6 jours sur 7.
La condition physique des champions est un élément essentiel de ce marathon de la pelote. Daniel Michelena, Français installé aux États-Unis depuis 25 ans, est aujourd'hui directeur sportif du Rayalay de Miami. Après 19 ans d'une carrière professionnelle de joueur où il a tout gagné, on peut dire qu'il est entré au panthéon de la Cesta Punta. Gagner, c'est comme une drogue. Il faut gagner. Et ça fait partie. Alors quand vous êtes... Parce que nous sommes pas une équipe. Nous sommes tous là, des joueurs professionnels, mais chacun pour soi. C'est important que si vous gagnez, moi je ne gagne pas. On joue la même quiniela. Donc il y en a un qui gagne, second ou troisième. Et donc c'est de l'argent supplémentaire. Parce que le joueur, il a un salaire et il reçoit un bonus, des primes, pour justement arriver premier, second ou troisième, qui est indépendant des paris. C'est un fixe alloué aux joueurs. Donc, pour le joueur, c'est important de gagner premier, second et troisième parce qu'il va gagner plus d'argent. Alors, bien des fois, il arrive qu'un joueur, par exemple, dans une semaine, il gagne 10 quinilas, 10 parties, et d'autres fois, il en gagne que 2. Et donc, c'est ça qui est mentalement très difficile à gérer parce qu'on joue 8 fois la semaine, donc il n'y a pas de temps. Mentalement, il n'y a pas tant de temps de repos. Donc ça, c'est difficile à gérer. C'est là qu'il est important de voir le joueur, de lui apprendre. C'est normal. On est tous passés par là. Là, nous avons un joueur qui a 18 ans, qui est venu de France, Emmanuel Laduche. Moi, j'essaye d'avoir un ancien joueur qui prenne le jeune au départ pour qu'il s'habitue un petit peu à la vie américaine et puis pour que lui, après, il commence à vivre tout seul, quoi. Eric Irastorza fait partie de cette nouvelle génération de pelotaris. Il soigne sa préparation dans les moindres détails. T'as pas changé les chaussures? Non. Le gain? Non. Bon. T'as dû en gagner beaucoup alors cette semaine? Moyennement. Moyennement. Bon. Même arrivé à un haut niveau, j'ai l'espoir et je pense que je peux encore m'améliorer. Et c'est pour ça qu'à côté, j'essaie d'être plus performant, d'avoir plus de vivacité dans mon bras, plus de force ou dans les jambes. J'essaie de progresser. Je pense que je ne suis pas arrivé encore à mon top. Et donc je pense que c'est bon aussi pour mon sport d'essayer de l'améliorer. Atzelariak izan behar dute indartsuak. Les arrières doivent être très puissants, sachant qu'ils tirent de la zone du fronton arrière. Les avants, eux, doivent être plus habiles et techniques. Ce sont eux qui finissent le point. Pour reboter ou tirer en revers, il faut que l'avant maîtrise la technique et l'arrière, la puissance. Et c'est un peu l'inverse du rugby, c'est-à-dire qu'au rugby, les avants travaillent pour les lignes arrières. Et bien nous, les arrières, on essaie de travailler un peu pour l'avant, c'est-à-dire que les arrières, on essaie de dominer le point et d'essayer d'amener la meilleure balle possible pour notre avant pour qu'il puisse couper le point ou faire le point. Azpi eta lau, txaloak orain Javi Salaberriarentzat. Guk eduki genduen martitzenien arratzaldien Euskal Federakuntzan batzarra, ipinizkoen kondizioiek, agostun hasi da agostun amaitxu, da guk baietza emogu, gure partetik, nahi Donostitxik eta Markinetik, da biharrezku ez duk ezer ikusi handiri, baina, bueno, euren iritzi zebe baietza, baina Eusko Baskek ez dugu monondinoak erantzune. Da, ez dakigu atzen ize pasauko da. Da, guk egiz esan, irabazteko bastaukegu asko, baina ilusinio itzela. Ze guk presga kondizio inferioritan jokatzie, azteko eurek sortzi bikote da gu lau, da onartu dugu.
eurentzako funtzioiek, eurentzako doble gutzako baino, programetako, onartu dugu. Zazpi eta hamar, Txalogarria Iñaki Beitiak egin duen tantoa. Zauti jarri dira pelotazaleak hemen. Zazpi eta hamarrera. Zerkatzen du leialki plazan jokatzia. La majorité des joueurs espagnols comme Alexander Recalde viennent de Marquina. Cette petite ville de 5000 habitants, située à une trentaine de kilomètres au nord de Bilbao, est la capitale mondiale de la Cesta Punta. Construit dans une cuvette, Marquina est surplombée par une carrière de pierre de taille. Aujourd'hui encore, la carrière trône au-dessus de la ville comme un fronton naturel. La ville possède plusieurs frontons. Les habitants de Marquina sont tous reliés de près ou de loin avec la pelote. Chaque famille a ou a eu son champion. ¿Cuántos pelotaris han salido de Marquina? Combien de pelotaris sont sortis de Marquina? C'est impossible de le calculer. Dans chaque famille, il y avait 2 ou 3 pelotaris, comme les Menchaca. Ils étaient 2 frères, les 2 professionnels. Je t'explique, dans la maison d'à côté, sur 2 enfants, 2 étaient professionnels. De chaque famille sortait un pelotari, et même dans certains cas, 2 ou 3. Dans certaines familles, les 3 frères étaient pelotaris, et les 3 vivaient en Amérique. C'est impossible. Impossible de calculer la quantité de joueurs qui viennent de Marquina. À Marquina, la cesta était comme le rugby. À Biarritz, une tradition. Mais en dehors de ça, à cette époque, c'était aussi un moyen de gagner sa vie. Par exemple, à Marquina, il y avait soit l'usine où travaillaient nos parents, soit la cesta. Hombre, entre escoger ir a la fábrica o hacer un deporte y encima te buscabas la vida, pues claro, la mayoría optábamos por jugar a cesta. Estamos poniendo que yo... Je suis né en 1940 à la fin de la guerre. Quand j'avais 10, 12 et 15 ans, c'était la crise et il fallait trouver un travail qui payait bien. C'était plus facile d'être pelotari qu'à l'heure actuelle. Il y avait énormément de frontons à travers le monde. Par exemple, en Espagne, il y avait 4 ou 5 à Barcelone, 2 à Madrid, à Valence, à Alicante, Séville, à Vigo, à La Corogne, à Pampelune. Mais il y en avait aussi en Afrique, à Alexandrie. En Italie, en Florencia, en Nápoles, en Milán, en Bruselas. En Francia también había en el sur, San Juan de Luz, Biarritz, Osegor, ahí. En Miami, en Dania, en Palm Beach, Melbourne, Daytona, Tampa, Fort Pierce, Ocala, Orlando. Se jugó hasta en Chicago, se jugó en Nueva Orleans, se jugó en Nueva York. Se ha jugado en Filipinas, en Manila, en Cebú, en Macao, en Shanghái, en Tianjin. O sea, on y jouait dans le monde entier. Se ha jugado en todo el mundo. O sea que en realidad los pelotaris han sido los embajadores de... En réalité, les pelotaris furent les ambassadeurs du Pays Basque à travers le monde. Et ça me fait beaucoup de peine que le gouvernement délaisse la Cesta Punta et oublie ce qu'elle a fait pour faire connaître le Pays Basque dans le monde. J'ai vécu au Mexique pendant 5 ans.
Ensuite, je suis resté au Pays Basque pendant 3 ans pour jouer. Mais mon plus long séjour, c'est ici à Miami, où je suis depuis 8 ans. Je dirais que je suis international. Je me sens basque, américain et d'un peu partout à la fois. La plupart du temps, je reste au Raialai, parce qu'on joue 8 parties par semaine. Donc je suis tout le temps au Raialai. Le mardi et mercredi, nous sommes au repos. Alors j'en profite pour voir la famille, aller à la plage et organiser des repas entre amis. ¿Y te dejaron tarea? ¿Y mañana vas a ir al frontón, Alex? Mañana vas a ir al frontón a ver jugar allá. ¿Vienes al frontón mañana? ¿Tú, Nerea? Sí. ¿Y yo? ¿También? Ya no quiero. Mr. Eric, c'est pas tous les jours qu'on a le numéro 1 mondial. Ouais, c'est vrai. Not every day that we had the number 1, right? Yeah, of course. So we're gonna have to celebrate. I'm from Biarritz. Huh? Are you from Biarritz? No. New Jersey. New Jersey, all right. Ah. So thank you very much for being here. Thank you for having us. Very happy to have you. Mr. Number 1. Merci, it's merci. Like movie, right? That's Eric, that's Eric. No, number 1. I don't know. Merci, merci. Chin chin. Retour au tournoi de Marquina. La partie a changé de physionomie. Ce sont maintenant les Rouges qui mènent. Le public se réjouit de la performance d'Alexander, l'enfant du pays. 27 à 25 pour son équipe, mais la partie n'est pas terminée. Utzu dautzi du. Bederatzigarren kuadroaren parean. 204 km/h abiaduran pelota. Lilou Echeverria, ancien champion du monde amateur, est aujourd'hui président du Biarritz Athletic Club qui organise tous les ans le plus grand tournoi français, le Gant d'Or. Donc vous savez contre qui vous jouez aujourd'hui, hein? Contre les jeunes de Marquina, hein? Voilà. Bon, n'oubliez surtout pas que c'est qu'un jeu, hein? Bien sûr, si vous avez l'occasion, hein, vous devez attaquer, hein? Vous faire plaisir tout en gagnant, hein? Ce passionné de pelote rêve de mettre en place en Europe un système inspiré du classement ATP du tennis, avec des tournois dotés où les plus grands joueurs viendraient s'affronter. C'est à côté. La formation à la pelote n'existe pas aux États-Unis.
Tous les joueurs viennent d'Europe, où ils ont appris à jouer dans les nombreuses écoles des clubs du Pays basque espagnol et français. L'apprentissage de ce sport est bien organisé du côté français. Il existe même une section sport-études au lycée René Cassin de Bayonne. Eric Irastorza est un pur produit de cette filière. Une fois par an, on organise des rencontres internationales avec notamment Saint-Sébastien et puis Marquina. Ça nous permet à nous, à nos jeunes, de nous mesurer aussi avec les jeunes d'ici, et de voir éventuellement les progrès qu'on a fait ou les progrès que l'on doit réaliser. Le plus surprenant est surtout l'âge moyen. Je connais tous les gamins de 14-15 ans, les Français comme ceux d'ici. Je ne pensais pas qu'il y avait de si bons joueurs en France. Je croyais que nous en avions de meilleurs. Je me suis rendu compte du contraire. Nous ne sommes pas au même niveau que les Français, mais nous le serons. Ah, le niveau est très bon là. Vous avez remarqué, ils ratent pas beaucoup la pelote. Ils sont déjà très adroits. Ils savent surtout déjà se placer. Et ils ont quasiment déjà tous les gestes techniques. À l'âge de 12 ans, c'est fantastique. Da, karo, da Iñakik Tolosan irabazi iban. Jo dizkiote azken sakea egin aurretik. Zabalera sakea, Recalde. La finale de Marquina touche à sa fin. Une fois encore, l'indestructible Irastorza va s'imposer. Aux yeux de tous, il paraît imbattable en ce moment. Ama, ordoia. Irastorza. Ondo Recalde. Txarra jarri oso txarra. Ea Recaldek, berak galdu du, berak ikutu du azkeneko pelotaka da. Javi Salaberriak eta Erik Irastorzak irabazi dute. Bai, oso atsegina da Euskal Herrira joatzeraz. Ça me plaît beaucoup d'aller jouer au Pays basque. À part le fait de voir les amis et la famille, le jeu est différent aussi. Là-bas, on joue des parties, et au niveau du sport, c'est plus joli que les Quiniélas. On se sent bien au Pays basque. Nous, on a la chance, c'est vrai que les meilleurs ont la chance de rentrer l'été, jouer 3 ou 4 mois là, chez nous avec ce sentiment de sport, de beauté du sport. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est ici que les joueurs professionnels font fabriquer leur chistera. Ils en utilisent 3 à 4 par an. Manuel Penquide, ancien joueur, fait partie des 3 derniers cesteros vivant encore au Pays basque. Un travail essentiellement manuel qui n'a pas évolué en 50 ans. On utilise toujours les mêmes matériaux, le châtaignier pour la structure du panier et l'éclisse d'osier pour les membranes. Pour une chistera, c'est 25 heures de travail.
Retour en Floride. Orlando, mondialement connu pour ses parcs de loisirs, est aussi un haut lieu de la Cesta Punta. Depuis 17 ans, au mois de janvier, le Rayalay d'Orlando organise un tournoi exceptionnel, le Citrus, au cours duquel les 8 meilleurs avants et les 8 meilleurs arrières du moment sont invités. Les champions retrouvent à Orlando l'ambiance électrique des frontons européens. Le public se presse en nombre pour voir s'affronter les stars de la Chistera et bien sûr pour parier. Irastorza et Recalde sont encore de la partie cette année. Irastorza with the catch. Level 2 by a pair. Catch by Irastorza. Goes back to the inside. And score for the 6. Torneo que es el Citrus, van a venir toda la gente que en el resto Les gens qui ne viennent pas le reste de l'année viennent au tournoi du Citrus. Ils aiment le Rayalay et ils veulent en voir le meilleur. C'est à ça qu'ils vont assister aujourd'hui, au meilleur du Rayalay. Irastorza est le meilleur. C'est le meilleur arrière. Et c'est le numéro 1 ici aux États-Unis et en France. Les favoris sont Goicoechea et Irastorza, qui viennent tous deux de Miami. Goicoechea, Elisegui et ensuite Recalde. Aujourd'hui, près de 300 000 $ passeront des poches des parieurs aux caisses du Rayalay. On a des fois des sollicitations avec certains du public qui peuvent essayer de nous tirer un peu les verres du nez sur tel ou tel jeu, mais nous, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de parler avec le public, donc, et si justement on a un contact avec le public, on peut prendre des amendes, donc on se tient à carreau et on essaie de se concentrer sur le jeu et sur les quinielas. Reliés par satellite aux autres salles, les parieurs d'Orlando peuvent jouer en direct sur les quinielas des autres frontons. C'est un sport qui ne ressemble à aucun autre, parce qu'on doit courir, sauter, attraper, lancer. C'est vraiment un sport passionnant. Et à Bridgeport, depuis 1973, je suis devenu accro au Rayalay et je le resterai probablement jusqu'à la fin de mes jours. Ce que j'aime en tant que présentateur, c'est de chauffer le public et de faire monter l'ambiance. Et lorsqu'il y a de vraiment beaux échanges, quand je peux les voir et faire monter la tension des spectateurs au maximum, j'adore ça parce que ça veut dire que je fais bien mon métier. Olazabal with the catch, Olazabal backcourt again. Irastorza with the catch. Goes to the inside. Bote by Solazabal. Elisegui has it. Elisegui fires to the inside. À mon avis, ce qu'il manque à la pelote pour que l'aspect sportif soit mis en valeur, c'est l'appui de la télé.
se focaliser plus sur le sport et non sur les paris. Par exemple, comme pour le tennis où l'on organise des tournois. Et surtout être vraiment tourné vers le jeu. Encore une fois, en misant sur Irastorza vainqueur, les parieurs ne se sont pas trompés. Ils remportent le tournoi alors que Recalde finit 3e. Allez, c'est fini pour moi. Bien, bien, Eric. Depuis qu'on a commencé au Pays Basque, on a toujours vécu cet engouement pour ce sport, avec toujours du monde, des gens qui viennent voir la beauté du sport, je veux dire. Et puis quand on arrive ici, c'est complètement différent. Les gens viennent parier sur les joueurs, peu importe si on saute au mur, si on fait un joli point, ou c'est la gagne, quoi. Est-ce que cette équipe va me rapporter de l'argent, oui ou non? Il faut l'accepter, nous on le vit pleinement comme notre passion. Et puis bon, on essaie de pas faire attention à ça et de vivre notre sport comme notre travail aussi. Après l'effervescence du Citrus d'Orlando, la vie quotidienne du Rayalay de Miami reprend ses droits. Loin, bien loin de leur Pays Basque, Eric et Alexander retrouvent leur quotidien de sportifs exilés, prisonniers de leurs rêves américains. Ils restent malgré tout les plus beaux ambassadeurs d'un pays, d'une culture et d'un sport rapide, spectaculaire, télégénique, qui a tout pour conquérir le monde. La Cesta Punta. Gazte